Cela fait 2 ans que j'attends de faire mon retour sur la chaîne. L'heure est venue. Oh mon Dieu! Quelle est cette lumière qui vient de surgir par ma gauche? Et oh, qui es-tu, ô grande voix venue du paradis? Mon courroux s'est abattu sur la France, Michael. Je dois faire mon retour sur cette chaîne, où ma colère continuera contre la patrie qui m'a oublié. Non, mais attends, tu veux dire que Benana, les gilets jaunes, les trottinettes électroniques et la fin de Game of Thrones, c'était toi? Tu peux encore tout changer. Empereur. Si tu ne fais rien, ce sera la fin de tout ce qu'il reste de noble à ce pays que j'aime tant. Le code civil, la baguette, la sécu et les mêmes historiques sur Facebook. Oh non, pas ça! Que dois-je faire pour contrecarrer cela, au grand empereur? Sors ton putain de script et fais cette foutue deuxième partie. Ok. 2 ans d'attente, je sais que vous êtes flemmard, mais vous n'avez pas honte. Et oui, après plus de 2 ans d'absence, nous revoilà dans notre trilogie sur Napoléon Ier. Je sais, ça fait un petit peu long, mais... pourquoi tu fais la gueule, toi, là-bas, là-haut? Mais pourquoi on reprend cette série? Sérieux, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on aurait pu supprimer la vidéo, plus personne n'en aurait entendu parler, et puis ça aurait été réglé. Il fait froid ici, non? Écoute-moi bien, Microbe, je suis l'esprit du grand Napoléon. Si tu acceptes de faire cette vidéo sur mes plus glorieuses conquêtes, je reviendrai en France pour mettre de l'ordre. Ouais, au vu du finish de tes guerres, on va s'en passer. Et moi, j'aime bien la démocratie, hein. Et si tu ne le fais pas, je revendrai l'Alsace à l'Allemagne juste pour avoir le plaisir de la reprendre et de la cramer. Bon, eh bien, commençons. Ça va? Complètement. Enfin bref, nous reprenons donc avec le fameux coup d'État du 9 novembre 1799. Et non, nous ne parlerons pas avec le calendrier républicain, parce qu'il est beaucoup trop chiant à transcrire, et puis qu'il n'y a que les nostalgiques là qui l'utilisent encore, et qui le comprennent vraiment. Du coup, Napoléon, par ce coup d'État, met fin au régime dit du Directoire, et prend la tête du pays, aidé de Ducos et Sieyès. Ce dernier a beau être républicain, il n'est pas du tout prêt à laisser le pouvoir à Bonaparte, qui concentre ses soutiens aux postes clés. Fouché à la police, et ce fameux Talleyrand aux relations extérieures. En parlant de ça, c'est pas un peu la merde les relations extérieures? Genre entre le corps expéditionnaire perdu au Proche-Orient et la France qui est en guerre contre toute l'Europe? Si, et c'est entre autres pour ça que le coup d'État fonctionne. Napoléon est adulé, et il écarte petit à petit les oppositions à son pouvoir, jouant sur son prestige militaire immense, ce qu'on a déjà vu au premier épisode. Regarde là c'est juste là, déroule, là ça fait 2 ans que tu l'as pas vu, vas-y. La deuxième coalition combat contre les Français en Égypte, ça on l'avait vu. Mais également en Hollande et en Italie où Napoléon s'illustre à la bataille de Marengo. Un traité de paix est signé en 1800, le traité de Lunéville, qui confirme les conquêtes françaises en Europe. Et mettant fin à cette deuxième coalition, la paix avec les Anglais, elle, est signée plus tard en 1802 avec la paix d'Amiens, renforçant toujours plus le prestige de Napoléon, mais qui n'en a pas encore fini. Ah oui, et les soldats français en Égypte, ils rentrent sur des bateaux anglais. Ambiance la croisière s'amuse quoi. Alors oui, pour les puristes, désolé, on aurait pu largement développer cette coalition, comme toutes les autres coalitions d'ailleurs, mais on est censé finir en Russie à la fin de l'épisode, du coup, excusez-nous. Après la période révolutionnaire, l'arrivée de Napoléon permet d'arranger les relations avec le Vatican, tellement que celui-ci cherche à acquérir la dignité impériale. Après la signature du Concordat de Bologne avec le pape Pie VII en 1801, cela lui permet de préparer le sacre qui a lieu en 1804, approuvé par 99,9% des Français. Ah, on savait se mettre d'accord à l'époque. T'as pas un poil abusé sur les chiffres? T'avais quand même un peu plus de 2569 opposants en France, non? En comptant les morts, les soldats, les enfants, les vaches et les grains de sable, j'ai la majorité absolue. Pour les autres, je crois qu'on avait oublié les bulletins de non dans les urnes. Petit couac, mais sans intérêt. Ce que me dit cette voix dans les cieux me semble parfaitement cohérent. Et donc, le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par le pape Pie VII. Et commence une forte propagande autour de cet événement, comme il l'avait fait et comme il le fera à toutes ses glorieuses victoires. Peinture, chants, journaux, tout est contrôlé et quadrillé, pour que le talent, le prestige et l'importance de Napoléon pour le pays soient poussés à l'extrême. En même temps, pour un gars comme lui qui roule sur toutes les coalitions, c'était un petit peu facile de faire de la propagande autour de ça. Et c'est ainsi qu'après quelques petites années de répit et la proclamation de l'Empire français, que la guerre reprend en 1805 avec la troisième coalition. Enfin, techniquement, les combats avec les Anglais ont repris à partir de 1803. Oui, genre même pas un an de pause quoi. Mais le Royaume-Uni reforme une coalition à partir de 1805, refoutant toute l'Europe en guerre pour la troisième fois en 13 ans. Et vient le désastre de Trafalgar. La flotte française alliée aux Espagnols se fait piéger et écraser par la puissance maritime anglaise, anéantissant tout espoir d'un débarquement prochain en Angleterre. Qu'espérait tant Napoléon Ier pour avoir la main mise sur son dernier adversaire sérieux sur le continent? Parce que, qu'on se le dise, hein, les Anglais en termes de bataille terrestre, eh ben ils sont pas trop mouillés. T'as compris, hein? Mouillés,
Parce qu'ils ont des bateaux. Une réaction, Napoléon? Mais ça c'est la faute des Espagnols, hein, pas foutu de naviguer d'abord. Et puis moi j'y peux rien, hein, je suis juste le meilleur général du siècle, je suis pas Dieu non plus. Et je suis pas amiral en fait. Comprenant que le débarquement c'était un peu mort, les efforts de la Grande Armée se redirigent vers la Russie et l'Autriche. Et c'est à la célébrissime bataille d'Austerlitz, un an après son sacre, le 2 décembre 1805, que Napoléon va remporter son succès militaire le plus éclatant. Après une série de péripéties qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Celle-ci oppose Napoléon Ier à l'empereur d'Autriche François Ier et au tsar Alexandre Ier. Ça fait beaucoup de premiers. D'où son nom, de la bataille des trois empereurs, où tout le talent stratégique de Napoléon et ses généraux va atteindre son plein potentiel, mettant complètement en déroute ses adversaires pourtant bien supérieurs en nombre. Dites-vous que cette bataille, elle est non seulement responsable de la fin de la Troisième Coalition, mais également de la fin du Saint-Empire romain germanique qui existait depuis à peu près 900 ans. Après cette guerre, la Confédération du Rhin, fidèle à la France, est créée à partir d'anciennes possessions du Saint-Empire. C'est une stratégie qu'utilisa toujours Napoléon pour conquérir un territoire en mettant en place un royaume ou une république fantoche acquise à sa cause, plaçant le plus souvent un proche ou un membre de sa famille à sa tête. Bah écoute, la famille c'est sacré, la mienne au moins elle bossait en tant que souverain, elle avait pas un emploi fictif. Et du coup, une quatrième coalition se forme en 1806 avec la Prusse comme fer de lance. Et après la bataille d'Iéna, c'est la débandade prussienne. Berlin tombant après seulement 2 semaines de combat. Et pas juste des combats autour de la ville, non non. Le temps de traverser toute l'Allemagne entière, sinon c'est pas drôle. On n'a pas réussi en 4 ans, en 14-18. Les Russes, il leur en a fallu 4 en 1941. Le mec il prend ses canons, ses soldats en 2 semaines il y est. Mais je mets plus de temps à écrire une vidéo sans déconner. Non mais sérieux, il va plus vite qu'une armée mongole. Il va même plus vite que la Blitzkrieg. Donc, faisons un petit bilan de la situation en 1806. Après 4 coalitions, la France a vaincu le Saint-Empire romain germanique, tenu tête à toute l'Europe, gagné des territoires, créé des États fantoches acquis à sa cause, remporté certaines des plus grandes victoires de l'histoire, le tout en ayant changé 5 fois de régime depuis 1789. Et Napoléon a été le grand artisan de ceci, celui à qui on doit ses nombreuses réussites, et jusqu'à ce qu'il déconne. On dirait que la Russie arrive bientôt. Mais reprenons en 1807. La France ne fait plus face qu'à 2 adversaires potentiels sur le continent, le Royaume-Uni qui est sur son île et la Russie tout à l'est. Et Napoléon décide de poursuivre la tradition de « pour faire chier les Anglais, je vais faire le blocus de leur île ». L'idée c'était de couper toute voie de ravitaillement de l'île pour asphyxier l'île de la Grande-Bretagne et faire de sa force sa faiblesse. Et pour cela, l'armée a été envoyée pour faire appliquer ce blocus aux Portugais. En plus, la Russie faisait déjà la guerre à la Suède et au Royaume-Uni. Quand les 2 autres puissances du continent se tapent dessus, t'es normalement plutôt tranquille pour pouvoir stabiliser tes conquêtes. Tout aurait pu bien se passer si seulement l'empereur n'avait pas mis à la tête du royaume d'Espagne son frère. Ce qui a déclenché une immense insurrection dans tout le pays et qui mobilisa les troupes françaises d'élite dans une guérilla jusqu'en 1814. Ah bah bravo Napo, hein, bravo le veau hein. Et c'est autour de cette situation pourrie que débute et s'achève la 5e coalition en 1809. Coalition surtout centrée autour de l'Autriche qui pensait pouvoir profiter des événements espagnols pour pouvoir reprendre l'avantage sur le continent. Spoiler, ça n'a pas marché. C'est quoi ce vent depuis avant là? Tout semble aller pour le mieux du monde pour l'Empire français. En 1812, la France atteint l'apogée de son expansion territoriale. L'Europe est conquise ou soumise pour sa grande partie. Napoléon Ier est à jamais devenu une légende, mais commet l'erreur de trop. Alexandre Ier, tsar de Russie, s'est réconcilié avec le Royaume-Uni et n'applique plus le blocus continental. Les tensions sont à leur comble, alors que la France cherche à achever les guerres les plus meurtrières de son histoire. Le pays est en guerre perpétuelle depuis presque 20 ans. Les Français ont beau avoir accompli des exploits incroyables avec leurs généraux, l'essoufflement arrive bel et bien. On peut compter déjà presque 1 million de morts parmi les troupes françaises, sans parler des massacres et des déplacements de population depuis 1789. Les éclatantes victoires l'ont quand même été au prix d'énormément de soldats expérimentés qui sont remplacés par des conscrits qui ont de moins en moins d'expérience au combat. Que ce soit sur le plan social ou économique, le pays a beau avoir atteint son apogée, il est aussi proche de la rupture. Pour la France, cette guerre contre la Russie est un qui tout double. Soit elle l'emporte et elle aura la mainmise sur le continent, pouvant finir le blocus continental contre l'Angleterre, soit elle perd, et tous les efforts, toutes les batailles, tous les succès de Napoléon auront été presque vains. C'est gentil de laisser un peu de suspense. Revivre ses plus grandes heures de gloire, ça a quelque chose d'émouvant. Et en juin 1812, la Grande Armée s'élance dans sa plus folle épopée, la campagne de Russie, pour détruire la dernière puissance continentale pour en faire face aux ambitions démesurées du général le plus talentueux de l'histoire de France. Mais c'est un autre général improbable qui va changer le cours
de cette guerre, le général Hiver. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain et dernier épisode de cette trilogie sur l'histoire de Napoléon Bonaparte. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à laisser un petit commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ceci n'est pas encore fait. Et nous on se dit à dans 2 ans pour la prochaine vidéo. Bah, il ne dit plus rien Napo. C'est une blague, hein. C'est le prochain LCH de prévu d'ailleurs. Je crois que l'hiver le déprime d'avance. Et puis bon, on va montrer dans le prochain épisode que tout ce qu'il a construit va lui retomber sur sa gueule. Alors excusez-le pour pas être trop chaud pour aborder cette campagne de Russie. Dans tous les sens du terme. Bon et bien, dans ce cas, on se dit à la prochaine. Histoire par passion, YouTube pour métier. À bientôt pour de prochaines chroniques historiques.